'cause ever since you've been gone, I had a pain deep down inside. He says there's nothing really wrong with me. I'm just missing my man. So honey, please, come on home as soon as you can. Alors Eric, déjà ce matin, on a les vintage qui viennent de visiter. C'est belles d'autrefois. En fait, qui étaient des super bolides. Et moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est que il n'y a pas de cockpit. Tu comprends? Alors, quand tu es dans le queue d'eau de l'autre, là, les gars se faisaient ramasser, mais pas à peu près. C'est assez hallucinant quand on compare ces embarcations-là avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'au niveau des vitesses, il n'y a pas vraiment de différence. Ces bolides-là filaient à des vitesses incroyables. C'est vraiment, on voit des conceptions totalement différentes sur les embarcations. On vient de voir le Chuck Wagon et le Heatwave 2 passer devant nous. Il y a deux bateaux qui se ressemblent aucunement, mais qui pourtant étaient un contre l'autre sur l'eau, avec de la fougue et de la témérité. Est-ce qu'il y avait plusieurs constructeurs d'embarcations à l'époque, des années 60, 70, là, on ne va pas remonter dans les années 30. Mais il y en avait quelques-uns, notamment Stodaker, on avait des Carlson. Ici, le Pixie, c'est Russell Howard qui l'a construit, un campi valencien, avec en fait, c'est un Kiwi. Il avait acheté des plans, si ma mémoire est bonne, d'un Australien. Il avait adapté ça. Oui. Donc, c'était un peu la belle époque où on découvrait. Et là, on voit qu'à ce moment ici, il y a beaucoup moins de constructeurs. Les bateaux se ressemblent de classe en classe davantage. Et il y a des gens là-dedans. Il y a un bateau, le E160. Lui, s'il porte ce nom-là au niveau du numéro 160, c'est parce que c'était le 160e qui a été construit par le constructeur, là, le Heatwave. C'est construit par Bill McTagg et c'était le 160e bâtiment. J'imagine qu'on travaillait beaucoup sur l'aérodynamisme, on faisait des essais, c'est erreur-essai, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans la plupart des constructions. Ben, c'est ça, au niveau de l'aérodynamisme, c'est surtout qu'on avait une matière de bois à l'époque, surtout, qui est assez poreuse et pesante, donc il fallait alléger le bateau, oui. En même temps soutenir les forces G d'un puissant moteur. Et bon, évidemment, en étant en bois, les bris étaient fréquents. Et la meilleure matière ensuite pour mouler les pontons, c'est un bon vieux bâton de hockey. Un bon vieux bâton. J'ai vu des embarcations, Alain Primo et François L'Espérance, qui ont rebâti le Jeune Allure. Et quand ils ont ouvert les pontons, Gaétan Latour à l'époque, il y avait du chaos, du Sherwood un peu partout dans le ponton. Ben écoute, c'est pour la petite histoire, c'est fort intéressant d'ailleurs. Côté sécurité des pilotes, on était, disons, de base, là. Oui, bien, les pilotes, majoritairement, ils sont pas attachés. Oui. Ils ont pas de système d'air, donc ils ont un casque souvent un peu de moto, seulement une visière là, qui s'abaisse soit à l'auteur du nez ou un peu au menton. Très, très rudimentaire. Je répète toujours la même histoire, mais quand Robert Terret, j'avais jasé à un moment donné, il m'a raconté que le siège est pratiquement moulé plus petit que le bassin. Là, il se rentrait dedans, il était coincé là. Il ne peut pas sortir, il ne peut pas être injecté. Et ça, il faut se fixer. Et j'ai déjà entendu des histoires, bon, justement en classe Grand Prix où les embarcations sautaient dans les coins, les ladderbacks, les pilotes se retrouvaient éjectés un peu de leur siège et on se retrouvait à moitié sur le patin du bateau ou sur un bras du siège. Mais ce qui est surtout fascinant là-dedans, c'est à l'époque, on peut revoir des vidéos sur YouTube, les pilotes qui, dans les courbes, jettent un regard en arrière dans l'angle mort pour savoir qui est là. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. C'est assez effrayant de constater que le gars, comme dans une auto, on regarde en arrière, tout est beau. Ben c'est ça, ces pilotes-là n'avaient pas froid aux yeux. On voit bien qu'il n'y avait rien qui les effrayait. Vraiment que les pilotes d'aujourd'hui aussi, c'est des téméraires et tout ça, sauf qu'on a augmenté, et heureusement d'ailleurs pour la sécurité des pilotes, comme ça se fait dans tous les sports motorisés. On l'a vu en F1, on l'a vu en fait dans toutes les classes, ce qui fait qu'il y a moins d'accidents majeurs, mais on n'est pas à l'abri de ça de toute façon. Non, et souvent, peu importe les sports de course, c'est souvent un accident ou une tragédie qui est survenue qui nous a amené à revoir la conception des machines pour améliorer la sécurité. Et aujourd'hui, on a des machines très, très
bien adapté pour la sécurité des pilotes. On a notamment vu Pierre Maheu, il y a quelques années, se faire percuter à l'arrière par un autre bolide Grand Prix. Oui. Des pilotes qui se retrouvent à l'envers, vraiment. Avec les systèmes d'air aujourd'hui, là, on est beaucoup en sécurité maximale. Oui, parce que quand il y a eu les cockpits, à un moment donné, on ne pensait pas au système d'air dans les premières années du cockpit. Ça, c'était inquiétant. Là. Oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut laisser remplir la capsule d'eau pour être en mesure de l'ouvrir. Sinon, il y a la pression d'eau et de l'air qui sont inverses. Donc, c'est impossible d'ouvrir la trappe. Donc, il faut laisser un certain temps pour remplir la capsule. C'est pour ça qu'on a adapté maintenant avec une petite bonbonne pour un système d'air. Heureusement, d'ailleurs. Alors, c'est toujours nos bolides d'autrefois qui sont sur... ah oui, dernière question, Éric. Pour être catalogué vintage, là, ça prend des spécificités. Là. Ça prend 2 pièces de l'embarcation originale. Ah oui, OK. Et la légende veut, à une certaine année, Jules Lebeth avait eu un terrible accident devant ici au Parc Sauvé. Il avait piqué du nez. Le bateau s'était un peu démantelé. La légende veut qu'il resterait peut-être des morceaux de l'embarcation de Jules Lebeth. Donc, les intéressés à bâtir un vintage légendaire, eh bien, il faudrait mettre le tuba et le masque pour aller plonger à l'eau. Ben, c'est ce qu'on fera. Oui, c'est pas n'importe quoi, un Lebeth. Alors voilà, et on est toujours avec nos vintages qui continuent à circuler sur la baie Saint-François. Alors, température excellente, tout dit en passant, encore aujourd'hui. On annonce de la chaleur, beaucoup d'humidité, pas beaucoup de vent, heureusement. Non, on est choyé côté température. Au niveau de l'humidité, on disait que côté vitesse, j'ai discuté avec Donald Leduc. Lui, ce qu'il ressentait sur la mécanique, c'est qu'il n'y avait personne qui avait vraiment pu se sauver avec une vitesse supérieure. Il dit, oui, j'ai 2 victoires, mais ils ont des 4 avec les mêmes temps. Et ça le faisait capoter. Il dit, moi, j'étais en karting, la vitesse la plus rapide était importante parce que la piste ne changeait pas. Il dit, là, je suis plus rapide de ma qualification, mais il dit, Mike Monahan a gagné une qualification, l'eau n'était pas pareille, la température n'était pas pareille. Il dit, j'ai vraiment hâte, il dit, de me frotter contre lui, et ça ne veut rien dire jusqu'à présent ce que j'ai fait. Alors, on parle de température et j'aime les légendes que tu me racontes. Alors, pour avoir de la belle température, il y a une loi non écrite qu'il faut faire. Il faut envoyer un panier à qui? C'est les sœurs Clarisse qui sont du côté de Bellerive, plus précisément Saint-Joseph-Artisan. On entend aussi la légende du chapelet sur la corde à linge. Mais vraiment, les sœurs Clarisse qui reçoivent à chaque année un panier de victuailles du comité des régates. Et cette année, comme c'est le 75e anniversaire, on a ajouté une bouteille de brandy. Parce que les Clarisse sont sur le party, c'est ça? Non, sœur Jocelyne m'a dit qu'elle n'était pas adepte de boisson forte. Ah non, d'accord. La sœur Rebesse, à qui j'ai discuté, elle a apprécié le geste, mais elle est un peu mal à l'aise parce qu'elle dit, moi, c'est sûr que j'ai pris le Seigneur, mais elle dit, c'est le Seigneur qui exauce. Moi, je ne peux pas garantir la bonne température. Et à ce moment-là, ce qu'on lui dit du côté du comité des régates, c'est assure-nous la sécurité des pilotes. Non, ben c'est déjà ça. C'est déjà ça de prix. C'est ça. Alors, les vintages, je vous rappelle qu'on va avoir, après les vintages, 4 qualifications d'Hydro 350. Et ensuite, on va passer au 0.5 litres à la F1. Et qualification Grand Prix des 2.5 litres, Hydro 350 encore une fois. Alors, un programme de course très chargé, Eric. Oui, très chargé, très compétitif. On voit que les Hydro 350 vont venir 2 fois à l'eau. Également, 1,5 litres qui vont revenir 2 fois à l'eau. Et là, on a c'est l'enjeu est grand. Liana Richards qui a eu beaucoup de difficultés hier, elle est en quête de points. On va voir si les jeunes Tremblay et Grendel vont toujours être capables de maintenir la puissance et le rythme de John Shaw. Mais le jeune Tremblay m'a très impressionné. Un par sa victoire, mais aussi dans l'autre course où il ne s'est pas laissé abattre. Il a remonté. Ça, c'est digne d'un pilote qui a du coffre. Oui, vous voyez le train qui passait devant lui, et lui, il voulait le suivre. Il a embarqué dedans. Il a bien manœuvré là, dans cette épreuve-là où il avait le 10e corridor. Il partait très loin. Quel âge a-t-il? Il a 16 ans. Seigneur. Il n'y a pas de permis de conduire d'auto. On aime ça. Mais pour un hydroplane, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais lui, il a fait ses classes comme tous ses frères en karting. Oui. Et là, il pilote un hydroplane. C'est de la relève, ça. Oui. Eux, ce sont, excuse-moi, c'est les neveux de Daniel Brossois. Le feu Daniel Brossois. Qui est un pilote incroyable ici, notamment piloté le Pixie, qu'on a vu passer devant nous, champion avec cette embarcation.
Les Tremblay, là, vraiment, c'est une excellente relève pour les régates. Alors, nous, on fait une courte pause et on vous revient par la suite. Peut-être est-ce qu'avec d'autres vintage, sûrement. Alors, petite pause. Alors maintenant, c'est le retour des Jersey Speed Skiff. Et ça, des petits côtés rebelles que j'aime bien, moi, dans ces bateaux-là. Oui, la prohibition, un petit Oui. côté Al Capone, on passe l'alcool à travers les frontières. On aime ça. Ah, on aime ça. La gang de régateurs aime ça ici aussi. Ben oui. Il aime les JSS ou l'alcool? Je pense tout. Les deux. Ben oui. Oui, à noter dans cette classe-là, vraiment, la famille de Glopper de Grand Island à New York sont trois pilotes qui ont restauré des vieilles coques, dont le Zippy Pickle qui va passer devant... Comment t'appelles ça, le Zippy? Le Zippy Pickle. Le Zippy Pickle. Il y en a des fois, je ne sais pas où ils cherchent leur nom. Non, mais j'aime ça, moi. Mais parlant de nom, ça fait Dominique Maisonneuve qui pilote en classe 2.5 litres. Son bateau n'a pas de nom. C'est le seul qui n'a pas été baptisé. Il m'a dit, en NASCAR, Jimmy Johnson, son bolide n'a pas de nom. Il m'a dit, pourquoi moi j'en aurais un? Il dit, j'ai cherché, puis j'en trouvais pas un d'adéquat qui me convenait. OK. Fait que c'est le CS109. C'est fini. C'est parfait. On va pas s'ostiner là-dessus. Alors, les fameux Jersey Speed Skiff avec toujours un copilote. Oui, pour balancer, on voit dans les virages, là, c'est incroyable les sauts. On regarde le pilote qui est à la gauche qui peut pratiquement se mettre la main à l'eau pour savoir c'est quoi la température. Et ça brasse allègrement là-dedans. Oui, souvent on a tendance à dire, bon, oui, ils sont moins rapides que les classes inboard, mais comme tu dis, ça brasse pas à peu près. Dans les virages, on va saluer, il nous salue. Alors voilà, bonjour. Mais non, c'est vraiment des embarcations où tu as des sensations fortes. Et je sais que dans les années précédentes, on faisait faire des tours aux commanditaires, aux dignitaires, ou peu importe. Il y en a qui trouvaient le temps long à la barre. Bien, souvent dans les tours de chauffe, parce qu'on faisait vraiment une course, c'est 4 tours, mais dans les tours de chauffe, il y en a qui donnaient un petit tape sur l'épaule du pilote, puis slow down, on ralentit. J'en ai eu pour mon argent. Oui. Mais c'est ça, maintenant on a cessé ces tours-là il y a quelques années. Les coques plus récentes en Jersey Speed Skiff qui ont une cage de protection à l'arrière des deux, du pilote et du navigateur, là, parce qu'on a eu des accidents terribles, notamment Kelly Shane il y a quelques années, là, dans le virage S qui avait été frappé à l'arrière. Alors, ça reste que quand même, c'est des embarcations où le pilote est vulnérable tout de même. Oui. Le pilote et le copilote. Le pilote et le copilote, eux, sont attachés pour la plupart au niveau des cuisses. Et les forces que la coque absorbe, on a déjà vu le Code Red il y a quelques années, tout juste devant les estrades du Parc Sauvé, se fendre en deux. Et les deux portions du bateau qui ont coulé. Encore des artefacts dans le... Oui, lui, il a moins éclaté que l'ancien bateau de Leboeuf, mais possiblement, si vous voulez construire un Code Red, fouillez, mettez vos palmes, plongez à l'eau. Alors voilà, c'est les Jersey Speed Skiff. Ça fait partie de notre ouverture dans le cadre du 75e anniversaire des régates de Valleyfield. 75 ans de course ininterrompue. Oui, ininterrompue pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, on était restreint en consommation d'essence. On avait adapté les courses souvent avec des canons. On propulsait avec des rames à bras d'homme, finalement. Et vraiment un festival incroyable qui s'est promené dans la baie. Déjà eu un parcours d'1 000 et 2 tiers. On a déjà eu les puits au niveau de la pointe Nicholson avec les départs qui étaient davantage de l'autre côté de la baie. On sait que l'eau se continue. On voit le centre d'achat aujourd'hui, mais c'était de l'eau là, avec le Montreal Cotton à l'époque. On voit l'hôtel Plaza. Qui, en fait, l'eau passait par là pour les usines là, de coton.
On dit 75 ans ininterrompus, mais selon quelques historiens, il y aurait eu des premières courses, des premières régates au début du 20e siècle, de 1903-1906. Un festival qui n'avait pas tenu, et finalement, c'est le docteur Armand Clermont, en 1938, qui a ranimé la fête pour notre plus grand plaisir. Ah oui, puis ça a été les régates qui ont toujours eu une excellente réputation. D'abord au niveau de événementiel, des spectacles et aussi au niveau des spectateurs qui sont reconnus pour être les plus fêteux. Oui, on est des purs et durs ici. Oui. On le voit, ça a commencé à quoi, 9h30 ici. Oui. Luigi qui est ici à 8h. Le spectacle qui se termine aux alentours de minuit. Les bars partout, c'est fête au village, si on permet l'expression, jusqu'aux petites heures du matin. Et nos régateux qui sont quand même fidèles au poste. Oui. Une bonne grillade le matin, ça replace l'estomac. Ah, oui, une petite grillade, ouais, j'ai goûté à ça hier. C'est ça, pêche-auteur, l'huile à patate, c'est parfait pour partir la journée. Ça requinque le Canadien. Oui, voilà. Alors, le thème de Valleyfield, où le sommeil n'existe pas. Non. Non. La ville qui dort jamais. Oui. C'est pas Las Vegas, c'est Valleyfield. C'est Valleyfield, voilà. Alors, toujours avec nos vintage ce matin, qui continuent de nous en mettre plein la vue. J'imagine qu'on va poursuivre dans quelques instants avec les vintage Grand Prix, où je ne sais pas, là, ça va avoir assez de temps pour... On devrait avoir 2 vagues. On a 12 Grands Prix. Et ce matin, on le répète, c'est Marc Théoret qui devrait être aux commandes du Dotterback de son père. Il y aura sûrement des sensations fortes. J'espère que Marc va mettre ses bouchons. Je pense que c'est ça qu'on sait que son père va lui dire. Mets-toi les bouchons. Au début, quand je parlais à Robert ce matin, je pensais qu'il parlait des bouchons dans le bateau, que le bateau s'était rempli d'eau, mais quand j'ai vu qu'il parlait avec un volume un peu plus élevé que d'habitude, j'ai dit « Ah non, c'est finalement... » C'est ses oreilles. C'est ses oreilles. C'est ça. Alors, ce matin, effectivement, il y a beaucoup de bateaux qui se sont positionnés là, dans le virage ouest à l'entrée de la baie. Et très tôt, vers les 8h30, ça commençait à aller se placer. On commence la petite fête hier, vendredi. Très bonne foule pour une première journée de course. On sait que plusieurs sont toujours au boulot cette journée-là, mais je pense qu'il y en a qui ont commencé leurs vacances plus de bonheur. Il y a peut-être un taux congé de maladie plus élevé à Valleyfield hier. C'est parfait, on aime ça. Il y a notre gang de malades dans les estrades. Eh bien oui. Alors, on va faire une petite pause en attendant l'autre vague des vintage. 88.1 FM, la radio des régates de Valleyfield. Xerox et GDM sont les fournisseurs de tous les photocopieurs, télécopieurs et systèmes multifonctions nécessaires au bon fonctionnement pour l'événement, en plus d'assurer un service rapide avec une équipe de techniciens chevronnés. Xerox et GDM souhaitent aux régates de Valleyfield un joyeux 75e anniversaire et plein de succès pour les années à venir. Bon week-end de course à tous!